La communication et surtout la bonne manière de communiquer est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Puisqu'elle est importante, la communication, surtout la bonne communication, nous avons choisi d'en parler dans ce numéro de votre émission, La Quotidienne, avec en plateau Monsieur Dido Hermé Prudence. Il est psychosociologue de formation, auteur de 6 livres dont Bien communiquer, également consultant en développement personnel et en question de famille. Bonjour, Monsieur Dido. Bonjour. Bienvenue en plateau avec nous. Merci. Avec vous, nous allons parler de la communication en général. Nous sommes en période de campagne. Comment bien communiquer, comment les acteurs politiques doivent s'en prendre pour bien communiquer. Comment également les autres candidats individuels peuvent communiquer. Nous allons parler également de la communication en couple, la communication en famille, la communication dans toute sa forme, dans tous ses aspects avec vous. Nous allons commencer par mieux connaître ce que c'est que la communication. La communication, c'est le fait de partager une idée et de pouvoir réceptionner l'idée auprès de l'interlocuteur tel que c'est parti, alors de celui qui émet cette idée. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir y arriver et c'est cela la communication. C'est tout cela la communication. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments de base qu'on doit avoir pour mieux communiquer? Oui. En général, il y a 5 éléments de base dans une communication. Il y a d'abord un émetteur, il y a le message, il y a la méthode de communication, il y a l'interlocuteur, celui qui reçoit le message, et il y a maintenant le feedback. Okay. Parce que cet interlocuteur, lorsqu'il reçoit le message, il doit pouvoir maintenant donner une réponse. Voilà. Donc voilà les éléments de base pour de la communication. Communiquer. On va prendre l'aspect couple. Comment bien communiquer d'abord en couple? Vous savez, c'est toujours une problématique difficile à aborder, difficile à comprendre par les jeunes aujourd'hui. Même parfois par les adultes. En couple déjà, c'est pas facile de communiquer. On a souvent l'impression d'avoir une suprématie l'un sur l'autre. Comment est-ce que vous entrevoyez la vie en couple et d'abord la communication en couple? C'est un aspect important. Oui, la communication en couple est une communication vraiment qui peut devenir difficile. Parce que voici 2 personnes qu'on vient de mettre ensemble qui ont différentes cultures, différentes éducations, qui viennent de différentes familles et qui doivent maintenant vivre à 2, s'adapter, s'accepter et mener toute une vie ensemble. Et pas seulement les 2, parce que les enfants vont venir s'ajouter, d'autres acteurs vont venir aussi. Alors, dans ces 2 vies-là, voilà, la belle famille, des enfants placés, des cousins, des cousines, des nièces, beaucoup de personnes, alors, sont concernés. Même les voisins aussi sont concernés par, alors, la communication en couple. Donc là, c'est pour cela qu'il faut faire très attention et avoir des outils solides pour pouvoir mieux communiquer en couple. Et qui doit être donc le moteur, on peut dire le démarreur de cette bonne communication en couple, selon vous? Non, est-ce qu'il y a un moteur? En fait, les 2 conjoints déjà doivent se dire, nous sommes ensemble pour notre épanouissement. Je suis là pour faire le bonheur de l'autre. Et là, je dois aiguiser l'écoute. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jacques, le chapitre 1, le verset 19, que toute personne soit prête à écouter. Donc là, c'est établi dans la Bible, la communication. C'est établi dans la Bible. L'un parler, l'un se mettre en colère. Donc ça voudrait dire que pour vivre à 2 et pour s'adapter à l'autre, on doit pouvoir se calmer, faire preuve de patience et surtout d'écoute. Il ne faut pas commencer par interrompre l'autre pendant que l'autre parle, pendant que l'autre exprime ses craintes, parce que le foyer, ce n'est pas seulement la joie. Non, il y a des craintes, il y a beaucoup d'idées qui sont là et qu'on veut partager avec l'autre. Et ce n'est pas toujours par la parole, parce qu'il y a aussi la communication non verbale qui compte pour beaucoup, qui est même pour 93% alors de la communication. Parce que la parole, c'est seulement 7% alors en matière de communication. Donc les 2 qui sont ensemble doivent pouvoir prendre cette décision-là déjà au début de leur vie conjugale pour pouvoir s'accepter, se comprendre et à demi-mot, alors se comprendre et être ensemble. Se pardonner surtout. Parce que comme on est ensemble, on doit se heurter par moment sans même le vouloir, sans même alors le savoir. Il faut que l'autre puisse dire, pardonne-moi, tu m'as choqué, tu m'as fait ceci, et voilà.
Est-ce que la communication en couple ne doit pas aussi prendre en compte le type de partenaire que nous avons? Parce que nous avons des partenaires que l'on veut ou non de nature fermée, renfermée, qui ne sont pas ouverts et qui ne, en tout cas, qui ne donnent pas l'opportunité à son conjoint, qui, en tout cas, quelle que soit donc la nature de ce dernier, si même s'il veut bien, il veut bien communiquer, le conjoint, en tout cas le partenaire, ne donne pas forcément l'ouverture, donc c'est un peu difficile. Est-ce que le type de partenaire ne définit pas également la bonne communication en couple selon vous? En fait, le problème n'est pas déjà ce qui se passe dans le couple. Il faut commencer déjà par régler le problème plus loin. Okay. Plus loin parce que les deux qui se sont mis en couple ne se sont pas vus du jour au lendemain pour se mettre en couple. Okay. Il y a eu une période alors de rencontre. Ils se sont fait la cour, ils ont vécu une amitié, ils ont vécu des temps de fiançailles, ils se sont finalement dit oui, nous sommes prêts à vivre ensemble. Ils ont impliqué les parents et s'ils étaient des chrétiens, ils ont impliqué l'église avant maintenant de commencer cette vie conjugale. Pendant tout ce processus-là, on ne doit pas fermer les yeux, on ne doit pas fermer les oreilles, mais on doit pouvoir être en train tout le temps d'analyser tout ce qui se passe dans la vie de l'autre pour pouvoir corriger ce qui est à corriger. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui ne sont pas en fait innés, on les acquiert. Donc si par éducation, il y a vraiment des décalages, il y a des choses que l'autre n'accepte pas, c'est depuis ces temps d'amitié, de fiançailles déjà, qu'il faut corriger ces impairs, qu'il faut corriger ces défauts-là, pour ne pas dire maintenant, j'ai une femme insupportable, mon mari est le petit frère du diable, vraiment on n'arrive pas à communiquer, il est difficile, elle est difficile, non. Ça vient de plus loin. Et au fur et à mesure que les deux là se sont mis ensemble et doivent être en train de s'adapter, de se réadapter tous les jours, parce que la vie en couple a des saisons. Lorsqu'on est à deux, on vit d'une certaine manière. Lorsque le premier enfant arrive, il faut se réadapter. Le second, le troisième, le quatrième. Lorsque la famille devient grande, et là, peut-être le budget ne suit pas, il faut aussi une réadaptation. C'est pour cela que les conflits, au fait, ne sont pas négatifs. Les conflits sont normaux. Les conflits s'appellent aussi des heurts. Lorsqu'on les gère bien, on a le bonheur. Lorsqu'on les gère mal, on a le malheur. Et le clou de la gestion de tout ceci, c'est la bonne communication. Donc, il faut adapter la communication au type de personne qui est en face. Donc, le partenaire qu'on a, c'est par rapport à ce partenaire qu'il faut adapter la communication pour mieux communiquer avec cette personne et pouvoir vraiment être à l'aise et parvenir au bonheur. Vous avez parlé aussi de communication non verbale. Ça voudra dire des gestuels, c'est ça? Oui. L'intonation de la voix, le timbre de la voix, l'attitude, le comportement. Tout cela compte beaucoup dans la communication. Parce que la parole, ce n'est que 7% de la communication. Le ton de la voix, 38%. Et le reste maintenant, qui est 57%, c'est l'attitude, c'est le comportement, alors en matière de communication. C'est pourquoi à des moments donnés, on dit, je ne lui ai rien dit, et l'autre est en train de s'énerver. Vous n'avez pas besoin de parler. Votre visage a parlé, votre comportement a parlé, votre gestuelle a parlé, le ton a parlé. Parce que lorsque je vous dis, Hospice, bonjour, et je dis bonjour, vous voyez déjà, il y a une différence entre les deux manières de dire bonjour. C'est pour cela qu'il faut savoir comment il faut adapter le ton alors à la situation pour que l'autre puisse l'accepter ou le rejeter. Voilà la question. La question. On connaît, bon, j'ai comme... j'ai une petite histoire qui dit que voilà, en couple, il y avait un conflit entre les deux partenaires. Et puis l'homme, les deux ne se parlaient pratiquement plus. L'homme a décroché un boulot de se réveiller à 5 h du matin pour aller. Mais puisqu'il ne pouvait pas demander à ça, en tout cas, il n'y a pas la communication. Il a écrit juste, s'il te plaît, réveille-moi à 5 h, avant 5 h. Et la femme aussi pouvait, parce qu'elle ne pouvait pas parler avec son homme, à 5 h moins 5, elle s'est réveillée, elle a mis les 5 h moins 5, réveille-toi. Elle a laissé aussi un message là. Et au finish, le monsieur s'est réveillé à 5 h du matin, il a vu, il a lu. Il y a eu communication, mais cette communication n'est pas une communication constructive. Voilà, ça c'est la très mauvaise manière de communiquer. Parce qu'au fait, lorsque le message est envoyé et le message n'atteint pas l'interlocuteur, c'est qu'il n'y a pas eu de communication. D'impact positif. Ça n'a pas d'impact. Parce que l'interlocuteur ne reçoit pas le message et ne comprend pas le message. Ici, dans le cas d'espèce, c'est qu'on doit utiliser la parole. Il y a défaut de communication dans ce couple et c'est basé sur le non-pardon.
Seulement, il y a une situation où ils ne se sont pas compris. Au lieu de se dire, arrêtons-nous, parlons, parlons. Parce que la parole, malgré que ce soit 7%, elle est très importante. On doit pouvoir parler, on doit pouvoir communiquer en parole, surtout dans le couple, parce que si on ne s'exprime pas, les gestes seuls ne peuvent pas tout expliquer. On peut faire un mouvement, mais en parlant et en expliquant ce mouvement, l'autre va mieux comprendre et se dire, ah, je croyais que tu étais contre moi. Je croyais comprendre le geste de telle façon, mais comme tu viens d'expliquer, là, je suis à l'aise maintenant, ça peut aller, voilà. Et c'est pour cela que dans ce couple, on ne se parlait pas, on ne s'est pas pardonné, et voilà, les écrits seuls ne suffisent pas, et c'est pourquoi il y a une rupture de communication. Et très vite, ils doivent se retrouver pour se pardonner, commencer encore par communiquer par la parole, par se parler, par s'accepter, par s'adapter et par vivre ensemble. Déjà, 2 fois, vous avez sorti le mot pardon. Est-ce qu'il y a une relation entre la bonne communication et le pardon, surtout en couple? Oui, lorsqu'on ne se pardonne pas, même avant de commencer la vie de couple, c'est que ça ne peut pas marcher. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est 2 différentes personnes qu'on met ensemble, que Dieu met ensemble dans le mariage pour toute une vie. Pour avoir maintenant des enfants à éduquer ensemble, vieillir ensemble et mourir ensemble. Donc, on doit tout le temps être en train d'accepter l'autre. On doit tout le temps être en train de se mettre à la place de l'autre. On doit devenir le psychologue ou la psychologue de son partenaire et pouvoir pardonner tout le temps. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut blesser l'autre. Ah, le mot choisi, l'intonation de la voix, telle chose est culturelle. Nous, on n'accepte pas ça chez nous. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Selon moi, mes expériences, c'est mauvais. Alors que dans l'expérience de l'autre, ça ne veut rien dire. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment se pardonner. C'est important. Après les couples, nous allons parler des entreprises. On voit dans les entreprises, les types de communication, ça n'évolue pas forcément dans les entreprises aussi. On va parler d'abord entre employés et la relation employeur-employé pour la bonne communication de l'entreprise, pour la bonne vie de l'entreprise également. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer les portes et on croit que c'est parce qu'il n'y a pas la clientèle. On croit que c'est le produit qu'on vend qui est mauvais. Alors que le vrai problème, c'est la communication. D'abord, c'est l'accueil au niveau de cette entreprise-là. C'est la considération qu'on donne aux clients. Et c'est la manière d'expliquer les choses aux clients qui fait défaut. Parce qu'il y a des experts, l'un des experts écrivains, je crois américain, dit « La vente commence lorsque le client dit non ». Donc ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre le client, à dire au client, vous avez dit non, mais je vous amène à comprendre alors que mon article est le meilleur article. Si vous n'avez pas cet article-là, c'est que vous n'avez rien. Donc c'est lorsque le client impose un refus qu'on commence par le convaincre, voilà. Qu'on commence maintenant par communiquer vraiment. Donc il y a un problème de communication, d'abord au niveau de ceux-là qui sont au niveau des entreprises. Tout d'abord, le chef d'entreprise ne sait même pas que c'est la bonne communication qui fera croître ses affaires. Et ne forme pas alors ses employés, ne recycle pas ses employés et ne prend pas aussi des experts pour observer comment ça se passe au niveau de la communication. Alors, dans l'entreprise, et qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? De petites choses, de petits outils, de petites méthodes, de petites stratégies, et là, paf, ça reprend. Et malgré la crise, beaucoup d'entreprises qui ont vite compris sont en train de faire des chiffres d'affaires. Mais d'autres qui ont commencé avec des milliards même, ont dû fermer les portes parce qu'on communique très mal dans l'entreprise, vis-à-vis d'abord des clients, de façon entre collègues, et aussi entre employés et supérieurs. Donc là, ça devient un problème. Il y a aussi la crainte d'avoir dans le dos beaucoup des impôts, beaucoup de trucs là qui font qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'arrivent pas à communiquer, surtout dans les médias. On ne les sent plus tellement. On se dit, mais dès que je vais m'afficher au niveau des médias, il y aura derrière, en tout cas, un pactole d'impôts que je vais payer. Et le fait de ne pas le faire, même, c'est ça là même qui pose problème. Parce que si on communique bien, on fait plus de chiffre d'affaires, même si l'impôt impose, ça ne pourra même pas, on ne va même pas sentir l'impact, oui. On ne va pas sentir l'impact. Mais lorsqu'on ne vend pas, on est là, mais comme on est quand même dans les fichiers de l'État, l'État doit jouer son rôle. L'État doit imposer. L'État impose et on dit voilà, on n'a pas fait de chiffre d'affaires, nous sommes là, on est obligé de fermer les portes. Donc, il faut maintenant se dire, nous sommes déjà nés, il faut maintenant grandir.
Il ne faut pas souffrir de cochocore pour disparaître, pour souffrir de maladies, pour stopper sa croissance. Et il faut communiquer, que ce soit dans les médias, que ce soit de façon interpersonnelle. Il faut communiquer pour que chaque entreprise puisse se faire connaître. Regardez par exemple l'exemple de Coca-Cola, par exemple. Mais vraiment partout, dans quelque événement que ce soit de football qui est suivi de façon planétaire, vous allez toujours voir cette boisson-là. Pourquoi ne pas être dans tous les événements comme ça pour se faire voir? Pourquoi ne pas acheter des actions pour se faire voir partout et partout? Voilà. Et là, qu'on le veuille ou pas, c'est ce que les gens voient qui les intéresse. Parce que si vous ne voyez pas quelque chose, ça ne peut pas vous intéresser. Vous ne savez pas de quoi ça retourne. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment communiquer. Lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on veut se faire de l'argent, communiquons et communiquons encore et communiquons de la bonne manière. Est-ce que la manière de communiquer est figée ou bien ça varie selon l'entreprise, ça varie avec le temps? Parce qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui le canal digital par lequel on beaucoup communique. Il y a aussi, avant il n'y avait pas ça par exemple. Voilà. Est-ce que ça évolue avec le temps ou est-ce qu'il y a dites-nous tout. La communication évolue tout le temps et très rapidement. Lorsque on est figé dans le passé, lorsque on se dit non, nous sommes de la vieille garde, nous ne communiquons pas par l'internet, on n'a pas de groupe WhatsApp, on ne sait pas comment il faut faire, on ne veut pas avoir de site web, on ne veut pas faire ceci, c'est qu'on devient inconnu complètement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas communiquer sans communiquer avec le net, sans communiquer avec les NTIC. Il n'y a rien à faire. Donc la communication évolue. Et la communication s'adapte aussi par rapport à la cible. On ne communique pas de la même manière avec les jeunes qu'avec les couples. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas communiquer de la même manière avec les bébés et avec les vieillards. On définit d'abord la cible. On définit la cible et on cherche les méthodes qu'il faut. Qu'est-ce qui intéresse cette cible-là? C'est ce qui intéresse cette cible qu'il faut alors lui amener, chercher les centres d'intérêt de cette cible et aller communiquer par rapport à ces centres d'intérêt-là. Et votre communication sera une bonne communication. Voilà. Donc, il faut adapter la communication au temps et également au type d'entreprise, au type d'entreprise, au type de produit, au type de personne, au type de lieu, même de façon culturelle. Parce que si vous allez dans un certain milieu et vous ne parlez pas leur langue, ils ne vous acceptent pas. Ok, d'accord. Si vous allez dans un certain milieu et la manière de vous habiller même ne n'intéresse pas, on va dire non, que vous êtes étranger, qu'on ne vous accepte pas, qu'on veut les frères, on veut les gens qui sont d'ici. Donc tout cela, c'est de la communication. Donc ce que vous portez même, c'est de la communication. Ok. On va parler, puisque nous sommes en période électorale au Bénin, on va parler de la communication en période électorale également. Comment est-ce que ces partis politiques, ces acteurs politiques doivent faire pour être plus visibles? C'est d'abord ça la première lutte, d'où les idées de campagne et autres ne sont pas encore en train de faire campagne. Mais comment est-ce qu'ils doivent aborder cette période-là? Vous qui êtes du domaine, vous êtes expert dans le domaine, comment est-ce qu'ils doivent aborder ces acteurs politiques-là, cette période-là, pour s'en sortir, pour sortir gagnant? D'abord, les acteurs politiques, ils sont en train de faire un très merveilleux travail. Je les félicite au passage. Il faut commencer par connaître sa cible. Eux-mêmes, ils sont d'où? Est-ce qu'ils sont acceptés dans leur propre fief, dans leur propre localité? Ceux-là qui veulent voter pour, est-ce que ceux-là les connaissent? Ou bien on est en ville et puis c'est pendant seulement les élections qu'on retourne alors au village. Là, déjà, on commence déjà par se préparer par rapport à ça. On retourne maintenant plus au village, on va s'intéresser alors aux problèmes de ceux-là qui seront nos électeurs. On va pouvoir maintenant vivre un peu plus avec eux, ne pas parler encore d'élection, parce que ça c'est ça qui blesse les gens, parce qu'ils se disent, mais nous sommes utilisés comme des échelles, après l'utilisation, là, vous nous oubliez, et puis en période électorale, vous revenez. Non, il faut qu'ils deviennent maintenant de bons citoyens dans leur milieu, qu'ils participent au développement du milieu, que les grands problèmes de chaque milieu, ils puissent mettre leur grain de sel dedans, leur apaisement, et qu'ils communiquent déjà, qu'il y ait un dialogue entre ces hommes politiques-là et leurs fiefs et leurs parents, et déjà que les grands sujets qui sont alors débattus au niveau du pays, qu'ils puissent aussi se faire voir dans ces sujets-là pour apporter
leur expertise, pour apporter leur grain de sel, leur analyse et naturellement, lorsque les élections viendront, les gens pourront déjà voir que ceux-ci, là, ils étaient en train de travailler longtemps. Et peut-être que la parole de Dieu le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, celui qui a toujours travaillé, pourquoi on va le laisser pour aller prendre quelqu'un qui est méconnu, qui n'a jamais mouillé le maillot? C'est pour cela que c'est très important de commencer par communiquer très tôt, lorsqu'on va quelque part. Oui, communiquer sur d'abord ce qu'on fait dans ces contrées-là aussi, mais lorsque vous faites dans les contrées, est-ce qu'il faut faire le relais? Est-ce qu'il ne faut pas être toujours présent sur les médias? Est-ce qu'il ne faut pas que les médias accompagnent également vos actions, mettre de la lumière sur vos actions pour également, au plan national, donner plus de visibilité? Oui, c'est très important de mettre de la visibilité, de la lumière sur tout ce qu'on fait, surtout le positif. Pour la population, parce que si les gens ne vous voient pas, ne vous entendent pas, ils ne sauront pas ce que vous êtes en train de faire. Et aussi, il y a une autre manière aussi de communiquer, parce qu'il ne faut pas aussi communiquer pour faroter, pour montrer aux gens que « Ah, c'est moi, je fais plus que tout le monde ». Non. À des moments donnés aussi, on communique de façon anonyme, mais on se croit anonyme, mais des gens ont su que c'est telle personne qui est en train de faire aussi. Donc, il faut adapter, il faut savoir dans quel cadre il faut pouvoir se faire accompagner par les médias, par la télévision, par la radio et autres. Et dans quel cas aussi, il ne faut pas crier « alors je suis le plus grand réalisateur, je suis le plus grand donateur, je suis le plus grand faiseur de bien, les autres sont mauvais » et il faut cesser aussi d'attaquer les autres. Parce que ce n'est pas forcément ça qui nous donnera la victoire. Et avec ce temps de système partisan où le pouvoir est donné plus aux partis politiques, est-ce que les partis politiques ne doivent pas aussi accompagner? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces partis politiques-là, pour accompagner leurs candidats dans cette forme de communication? Le vrai problème d'abord, c'est qu'au niveau de beaucoup de partis politiques, il y a déjà une guerre interne. C'est une jungle. Ça ne devrait pas être le cas. Il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, et la guerre de positionnement d'abord. La guerre de positionnement. La guerre de positionnement d'abord, alors qu'il faut simplement mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et il faut maintenant commencer réellement par cotiser au niveau des partis politiques pour faire vivre le parti. Il ne faudrait pas que ce soit un seul donateur, une seule personne, alors qu'il soit celui-là qui baille et qui finance toutes les actions au niveau du parti. Et aussi, le parti ne doit pas être seulement parti politique. Ça doit devenir maintenant des partis de développement. On peut dire que tel parti communique vis-à-vis de la jeunesse parce qu'ils ont constaté tel problème dans la société, dans tel pays, et ils sont en train de travailler par rapport à ça. Tel parti politique organise des cours de vacances pour changer un peu le niveau alors intellectuel des élèves, des étudiants, de ceux-ci. Donc tout cela, c'est important. Il ne faut pas, parce que la gestion de la cité, ce n'est pas seulement prendre le pouvoir et être à l'exécutif. C'est aussi travailler par rapport au développement du pays. C'est toucher à certaines choses vraiment qui dérangent pour pouvoir expliquer, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Je vais voler dans votre livre bien communiqué, en tout cas une thématique, la communication thérapeutique. Et cela veut dire quoi? La communication thérapeutique, c'est cette relation qu'il faut mettre entre malade et soignant. Celui qui veut soigner un malade, celui qui veut soigner quelqu'un qui est malade, doit pouvoir installer une communication thérapeutique. Ok, d'accord. Parce que la communication, d'abord, si cela est une bonne communication, le malade est guéri à 50%. Avant qu'on ne commence même pas à lui administrer les soins. Mais si le malade est mal accueilli, si le malade est mal considéré, n'est pas valorisé, n'est pas honoré, et on commence déjà par dire des mots pour choquer le malade, pour montrer au malade que tu n'as pas de la valeur. Là, il va avoir un problème. Quel que soit le soin qu'on va apporter, les soins, psychologiquement, le malade est déjà brisé. Il ne veut même pas de ce docteur. Il ne veut pas de cet hôpital-là. Il voudrait aller mourir peut-être dans son coin, quelque part. Et ce n'est pas normal. Donc, dans toutes les situations, considérons-nous comme des soignants et des malades pour pouvoir apporter alors les soins en sachant parler, en sachant communiquer et en sachant mettre à l'aise ceux qui sont en situation avec nous.
Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Dido Hermé Prudence. Je rappelle que vous êtes psycho-sociologue de formation. Et je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin. D'accord. Ne l'oublions pas. Ok, Oui, je suis pasteur vous êtes Assemblée également de Dieu. écrivain, auteur de 6 livres, dont Bien Déjà. communiquer, consultant en développement personnel et en question de famille. Et par la grâce de Dieu, en décembre, si Dieu le veut, ces 6 livres vont passer à 10 ou à 12. À 10, d'accord. Merci beaucoup. On va dire merci le psychologue ou merci le pasteur. Oui. D'accord. Je porte tous ces chapeaux-là, que le nom du Seigneur soit béni. Et voilà, mesdames, messieurs, vous êtes servis donc par rapport à la communication. Nous en avons parlé et c'est des thématiques qui paraissent parfois simples, mais dans lesquelles nous faisons beaucoup d'erreurs. Vous êtes servis par rapport à la communication en couple, communication en entreprise également, aux acteurs politiques, puisque nous sommes dans la période électorale. Comment communiquer? Merci beaucoup à vous. Portez-vous bien. Nous partons. Mais le départ d'un mouvement vers nulle part. Nous allons rester dans vos cœurs et vous retrouver le vendredi prochain.